Ligne droite, le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie Falicon. Bonjour Maud Coffer, bonjour à tous chers auditeurs. Philippine aurait eu 20 ans aujourd'hui, jeudi 10 octobre 2024. Sa famille, profondément touchée du soutien et du réconfort qu'elle a reçu lors de son décès et de ses obsèques, remercie tous ceux qui l'ont entourée par leur présence, leurs prières et leurs pensées. Ces mots sont ceux d'un communiqué de presse de la famille de Philippine Lenoir de Carlan, en exclusivité ce matin pour Ligne droite. Philippine, comme tant d'autres femmes et fillettes françaises, Anne-Lorraine Schmitt, Lola Daviette, Fabienne, sont mortes assassinées ou par un laxisme judiciaire ou par un laxisme migratoire, parfois les deux. Récidivistes ou clandestins sous OQTF, parfois les deux, comment expliquer l'aveuglement de la gauche, des écologistes, des prétendus féministes sur la sécurité des femmes en France et plus largement en Europe? C'est le sujet de notre émission avec Mathilde Androuet. Bonjour Madame le député. Bonjour. Vous êtes élue du Rassemblement national depuis 2019, vous êtes membre désormais du groupe Patriotes pour l'Europe. Vous siégez notamment en commission des femmes. Alors merci d'être avec nous ce matin, Mathilde Androuet, pour parler justement de ces femmes et de leur protection. Alors aujourd'hui, on l'a dit, c'est l'anniversaire de Philippine, elle aurait dû avoir 20 ans. C'est un drame qui vous a particulièrement marqué? Tout à fait, et je m'étais rendue personnellement aux obsèques de Philippine à Versailles. Et je crois il y a eu un bouleversement pour toutes les Françaises, toutes les mères aussi, parce que voilà, il y a une empathie naturelle qui s'est créée, je pense, autour de cette affaire. Et je crois au niveau national, on a passé un palier de réel. Je crois que mentalement, les Français maintenant ne supportent plus d'entendre que si tout avait été fait, Philippine aurait pu fêter aujourd'hui ses 20 ans. Oui, vous avez l'impression donc qu'il y a eu un sursaut enfin. Pour Lola, c'est vrai, on l'a attendu ce sursaut et on y a cru. Il n'est pas arrivé. En ce moment, les parlementaires sont réunis en session plénière à Strasbourg et c'est à cette occasion justement que vous avez pris la parole. Quel était votre message pour les nations européennes? Mon message, c'était qu'il était nécessaire de faire maintenant le procès de notre laxisme migratoire, parce que au nom des femmes, parce qu'on ne peut pas dignement importer tout le monde et n'importe qui quand on met en danger ses propres enfants. Et donc, le problème de l'Europe est une Europe qui n'a plus de pulsion de vie, de moins en moins de pulsion de vie, ce genre de pulsion alimentaire qui consiste à protéger tous ceux qu'on a portés pendant 9 mois dans son ventre et qu'on veut voir grandir. Quand vous dites ça aux nations européennes, qu'est-ce qu'elles vous disent? Comment elles reçoivent ce genre de discours? C'est là toute l'hypocrisie d'une gauche qui se revendique être la quintessence même du féminisme, c'est-à-dire que à partir du moment où l'agresseur est d'origine étrangère, il est drapé d'une sorte de d'aura et de protection qu'on ne peut pas déchirer, enfin un voile qu'on ne peut pas déchirer. Mm. Et en l'occurrence, ces gens-là préfèrent nier le crime ou alors le diluer dans un concept vague qui s'appelle féminicide, qui est juste un meurtre, en fait, tout simplement. Et pour ne surtout pas remettre en question, finalement, ce qui est leur religion à eux, à savoir l'immigrationnisme. Remettre en question le profil de l'agresseur, effectivement, paraît bien compliqué aujourd'hui à certaines féministes. Alors, on comprend bien que les politiques migratoires se jouent aujourd'hui davantage au niveau européen que français. Complètement. Ça, c'est vraiment toute l'ambiguïté de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'un pays, au prétexte que les personnes viennent de pays tiers, c'est-à-dire hors Union européenne, l'Union européenne s'estime être le meilleur échelon pour répondre aux questions migratoires et donc prend de plus en plus de segments d'exécution de ces politiques migratoires. Et c'est un véritable sujet, c'est un véritable sujet de souveraineté pour les nations. Mais voilà, on sent quand même malgré tout un sursaut. Je sais que vous regrettiez, et moi aussi, hein, moi aussi, lors de la mort de la petite Lola, le fait qu'il n'y ait pas eu un frein direct et immédiat aux politiques migratoires et à l'inexécution des OQTF. Il aura peut-être fallu attendre la mort de Philippine pour ça. Et voilà, la politique est là, c'est un jeu très lent, trop lent, compte tenu de l'urgence des menaces qui pèsent sur les femmes.
Mais c'est une réalité. On a vu un glissement quand même dans l'hémicycle hier. Et même la venue, le discours d'Orban, qui a clairement aussi mentionné les politiques migratoires comme une menace sur la vie des femmes, Mm. c'est peut-être la première chose que la gauche a huée en fait dans son discours. Voilà, le féminisme, tout, en fait, toute notion même d'humanité disparaît quand il s'agit de défendre l'immigration pour la gauche. On va revenir évidemment sur les mots de Viktor Orban juste ensuite. Avant, peut-être un dernier mot sur la politique migratoire, mais alors en France, ça fait maintenant 1 mois que Bruno Retailleau a été nommé à la tête du ministère de l'Intérieur. Il plaide pour un changement de règles, pour un référendum sur l'immigration, pour restaurer l'ordre et restaurer aussi le contrat social qui est aujourd'hui rompu. Est-ce que ça aussi, tout de même, ça vous donne espoir à échelle française en tout cas? Bah, on sent une volonté affichée de la part du ministre de l'Intérieur, ce qui nous change en plus quelque peu des dernières années qui se sont écoulées. Voilà. Après, le problème avec la famille des Républicains, c'est qu'on a été habitué à beaucoup de discours et que le Karcher, en fait, il est resté dans son emballage. Mm. Donc, la question est de savoir maintenant si, Bruno Retailleau a l'intention d'utiliser ce Karcher. Donc, et juste exécuter ce qui doit être exécuté en l'occurrence, parce que c'est ça aussi qui a provoqué énormément de colère lors du meurtre de Philippine, c'est que si la loi avait bien été exécutée, Philippine, elle fêterait ses 20 ans aujourd'hui. Mm. C'est vraiment cette question et c'est pour ça que la gauche est d'autant plus coupable, c'est-à-dire que c'est même pas une question d'origine, même si on va pas nier que le berceau culturel des agresseurs participe aussi à leur pulsion de mort à l'égard des femmes. Mais c'est le fait que ces gens-là n'avaient rien à faire sur notre territoire. Et donc ça, déjà, si on peut évacuer des prédateurs qui doivent partir, parce que c'est ainsi et qu'on décide la loi française, et ben déjà, je pense qu'on aura fait beaucoup de bien, une grande avancée pour le droit des femmes. Et en parallèle, on constate, en parallèle de la justice, qu'à l'intérieur, pour le coup, Didier Migaud a remplacé Éric Dupond-Moretti. Vous avez pointé le fait qu'il fallait appliquer tout simplement la loi, en l'occurrence appliquer des OQTF. Je rappelle pour nos auditeurs que donc le meurtrier présumé de Philippines est un clandestin marocain sous OQTF, arrivé par l'Espagne illégalement sur notre territoire en 2019 et qu'il avait déjà commis un même crime sexuel sur une autre Française quelques années avant et qu'il a été remis en liberté. Donc il y a aussi la question de la récidive évidemment qui se pose. Et là, cette notion-là au sein de la justice française vous inquiète d'autant plus avec la nomination de Didier Migaud ou bien c'est Dupond-Moretti bis de toute façon? La vraie question se posera lorsque nous proposerons notre PPL lors de la niche des parlementaires du Rassemblement national. Donc, une niche, c'est quoi? C'est une journée où les groupes d'opposition proposent des lois. Et notamment, on a aussi l'exécution automatique des peines planchers. Donc, les peines planchers, elles existent. Maintenant, il faut juste s'assurer qu'elles soient exécutées. Et on verra. Là, ça sera un peu une sorte d'ordre de vérité aussi, mais pas uniquement pour Monsieur Migaud, mais aussi pour l'ensemble de l'hémicycle, y compris les Républicains. Alors hier, justement, vous disiez, donc le chef d'État de la Hongrie, Viktor Orban, a présenté aux députés européens son programme de sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Donc on a vu quelques images circuler d'un semblant de chaos dans l'hémicycle. Vous avez parlé aussi de chahut. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Bon, c'était très caricatural en fait. Donc Viktor Orban était là en qualité de Premier ministre de la Hongrie, mais surtout en tant que président de la présidence tournante du Conseil de l'Europe. Et en fait, chaque pays à un moment exerce cette présidence. Et là, cette fois, c'est la Hongrie. Et en fait, on a eu un immense procès de la gauche contre finalement le conservatisme qu'on peut représenter Viktor Orban face à leur monde très progressiste, avec des trucs très grotesques. On a eu un Bella Ciao vaguement chanté, très mal chanté d'ailleurs, de la part de l'extrême gauche dans leur rang. Ils s'étaient mis d'accord pour faire une sorte de code couleur vestimentaire dans l'hémicycle pour faire un drapeau LGBT sur les différents rangs. Ça constituait ça. Mais c'est surtout de voir que ces gens-là en fait, hystérisent le débat public. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Alors peut-être que je dévie un peu du thème initial, mais c'est un vrai problème, c'est le niveau de violence et de crispation que fait régner la gauche et l'extrême gauche au sein des hémicycles. On peut le voir en France, on l'a vu ici. C'est vrai que normalement c'est plutôt feutré, le Parlement européen.
Et quand on touche, en fait, quand on les met face à leur incompétence, face à leurs échecs aussi, hein, parce qu'il y a un Mm. véritable échec sur les politiques, en tout cas de protection des femmes, on tombe tout de suite dans l'hystérie, les grands cris, et finalement, il y a la politique perd un peu de son côté un peu intellectuel et philosophique, je Mm. trouve, dans ce genre de séquence. Et alors, cette hystérisation du débat public, elle est survenue pourquoi? C'est-à-dire, c'est la figure d'Orban, justement, conservateur, donc on brandit des vêtements couleur LGBT, ou bien c'est ce qu'il a dit qui a aussi fait bondir la gauche, on va dire, de ces bancs? Bah, il a dit aussi une évidence, c'est que oui, l'immigration est une menace, il l'a dit, pour les femmes, pour les homosexuels et pour les juifs. Et oui, compte tenu des zones d'émigration, oui, il y a une menace en effet sur ces trois groupes de population. Mais à dire vrai, maintenant, c'est même pas plus tant une affaire de sexe ou de genre, comme ils aiment à le dire, mais maintenant tout le monde est menacé. Et donc, je prends l'exemple de Kylian dans le Calvados il y a 10 jours. Voilà, c'est un jeune homme. Et donc, en fait, maintenant, de l'ensemble de notre, mais pas que de notre jeunesse aussi, on voit le nombre aussi de personnes, de femmes âgées qui se font violer Mm. par des clandestins. Voilà, c'est anormal. Voilà, il faut réinterroger ça parce qu'on n'est pas là. Alors, pour importer des esclaves, parce que c'est ça, hein, économiquement parlant, des semi-esclaves qui viennent menacer aussi l'équilibre de nos sociétés qui sont apaisées, plus paisibles, qui sont les héritières de d'années de civilisation ou de construction aussi du respect de la femme et de sa dignité. Donc, et donc, c'est pour la première fois où ils ont bondi de leur rang, en effet, c'est sur cette question-là et sur cette phrase spécifiquement que la menace sur Mm. la menace que représenterait l'immigration sur ces trois populations. Et est-ce que la nomination de Viktor Orban, donc Premier ministre hongrois, à la tête de la présidence du Conseil de l'Europe pour les prochains mois en tout cas, est positive pour l'Europe, ou bien son champ d'action là n'entre vraiment pas en jeu? Il pourrait avoir une influence positive sur ces questions? Je pense qu'il peut impulser au moins deux, trois choses, ne serait-ce que rappeler une réalité numérique sur la composition du Parlement européen, des institutions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus constamment balayer l'expression de millions d'Européens qui, eux, désirent que ça change. Mm. Et globalement, c'est là aussi, c'est ça qui était intéressant dans sa venue hier, c'est qu'on donc on a vu un autre groupe quand même assez patriote qui s'appelle ECR, dans lequel on trouve beaucoup de Polonais qui rencontraient son soutien notamment sur ces questions-là. Sur la question russe, c'est là où il y a plus de rupture, mais globalement, sur ces questions migratoires, il est soutenu. Mm. Et au PPE, donc, qui est le grand groupe qui représente un peu les républicains en France, là, se trouve où siège Monsieur Bellamy, il y avait aussi dissension au sein de leur rang, c'est-à-dire ça s'interroge maintenant, il y a une vraie rupture sur cette question-là, une vraie fracturation, et on n'a pas la même vision du monde. Mais c'est une fracturation qui ne représente même pas l'opinion publique, parce que si on prend, alors je prends juste les enquêtes en France, hein, l'expulsion des délinquants étrangers, des délinquants sexuels notamment, ça avait été mis sur la table par Marlène Schiappa. C'est largement approuvé par la population et ça dépasse même les clivages politiques. Donc il y a des évidences de protection et de sécurité qui devraient être dépouillées de toute idéologie et qui devraient juste être appliquées compte tenu du fait qu'elles rencontrent un large acquiescement dans la population. Oui, cet hémicycle, on va dire, bleu marine européen, effectivement, peut donner espoir sur ces questions. Et justement, alors, Viktor Orban, avec le groupe Patriote, avait la volonté, on va dire, de peser sur cet hémicycle. Et aujourd'hui, en tout cas, le groupe des Patriotes, en comparaison peut-être avec Identité et Démocratie avant, vous avez l'impression qu'ils sont dans une position de plus grande influence, hors d'un certain cordon sanitaire dont on avait pu parler au moment des européennes et qui avait pu se constater, mais les années précédentes en tout cas. Alors, il y a une réalité, en revanche, du cordon sanitaire qui est dans la nomination de certains postes. Et d'ailleurs, Viktor Orban s'est pas privé de leur rappeler qu'ils étaient bien gentils de lui donner des leçons de démocratie, mais qu'ils étaient incapables d'avoir une représentation, en tout cas dans les institutions, qui soit à l'image de l'hémicycle. Mais peu importe, à dire vrai, le plus important étant je pense, mais ça va être la même chose d'ailleurs à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que numériquement, sur certains sujets, oui, nous serons incontournables.
Et notamment, c'est sur ces sujets de défense des femmes et sur ces sujets de la question de la maîtrise de l'immigration. Alors comment ça peut se concrétiser dans un travail parlementaire? Je pense que le pacte d'immigration qui avait été passé subvertissement avant les élections, je pense que les rapports d'exécution qui permettent l'exécution même de ce pacte à ce moment-ci vont être un peu plus chahutés, on va dire, D'accord. vont rencontrer un peu plus d'obstacles. Parce que jusqu'à présent, les parlementaires n'ont pas d'initiative, c'est ça? Vous pouvez pas poser un texte qui va changer le droit européen. Non, il peut y avoir certaines résolutions, mais en effet, c'est-à-dire que nous sommes le deuxième lecteur, si je puis dire, des rapports que nous envoie la Commission européenne. Et est-ce que vous Mais pouvez leur Commission européenne, envoyer? puis c'est Ursula von der Leyen n'étant pas, voilà, elle tient à sa place quand même. C'était pas elle la plus violente et la plus incisive hier. Elle a fait son discours et puis de toute façon elle est partie en fait. Elle a même pas suivi toute l'allocution de Viktor Orban. Ah oui. Oui, et même dans la composition de ces commissaires, voilà, il y a quand même une note sur l'industrie et certaines choses. Voilà, on retrouve plus la commissaire d'alliés et de l'égalité. Maintenant, je pense que l'égalité homme-femme va être un peu diluée dans un peu de tout, ce qui nous empêchera pas d'être assez vigilants parce qu'inversement, sur d'autres sujets tels que l'environnement, elle nous nomme des gens qui sont dans des pulsions antinucléaires un peu étranges. Mais voilà, donc on sera vigilant. Mais je pense qu'ils ont senti le vent tourner et tant mieux, tant mieux. Mm. Alors, on observe en France une surreprésentation assez criante hein, des étrangers dans les actes de délinquance sexuelle. Vous aviez posé une question à ce sujet au Parlement européen. Vous aviez demandé s'il y avait des chiffres, si ça se quantifiait, si ça se constatait dans d'autres pays européens. Est-ce que vous avez eu une réponse? Non, ah oui, là, c'est la fois où en commission, j'avais interrogé justement des personnes qui font des études sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et en effet, j'aurais demandé sur la violence de rue, parce que ça, c'est vrai que c'est un argument de la gauche qui est que la plupart des viols seraient effectués, commis dans l'espace pas, pas familial, c'est pas le mot intime, quoi, enfin proche. Mm. Et donc, moi, je voulais bien distinguer les violences de rue et savoir s'ils avaient un peu une sorte de profilage de ces auteurs-là, n'étant pas dupes, voyant nous-mêmes dans voilà, dans les procès, dans les procédures judiciaires, qu'il y a une surreprésentation, en effet, mais y compris dans nos prisons. Hein, alors, sur le territoire français, on a 7% d'étrangers. Dans les prisons, on est presque à 25% d'étrangers incarcérés. Donc, il y a ce décalage qui s'explique, hein, des gens qui sont des populations complètement déracinées, qui viennent en plus de pôles culturels où la femme est un sous-homme. C'est pas très étonnant que ça soit des menaces après pour les femmes européennes. Mais ça, c'est le genre de choses qu'ils n'aiment pas trop entendre. Non, ils préfèrent dans ce cas-là éluder la question. D'accord, ils n'ont pas J'ai pas eu de l'obligation réponse. d'y répondre. Non, non, j'ai pas eu de réponse. Et sur un autre sujet, j'ai même eu le droit aux honneurs d'une collègue écolo parce que moi aussi, ce qui me fatigue un peu dans ces associations féministes, c'est qu'ils ont une définition très très extensive de la femme, y compris quand la génétique ne corrobore pas cette appellation. Et c'est vrai que le transgenrisme est une sorte de pilon qui revient de plus en plus fréquemment au sein de ces institutions. Et dans les études, voilà, sur les femmes ou les féminicides, j'ai pas forcément très envie qu'on mélange ça Mm. avec les violences sur les LGBT, notamment sur les transsexuels, ce qui est d'autres sorts et d'autres choses. Parce que le problème aussi même de l'appellation féminicide versus patriarcat, c'est que c'est une manière de diluer les choses et surtout de ne pas faire de politique Mm. dans un sujet qui est en fait éminemment politique. Parce que là, vous parliez de transgenrisme, donc une autre menace, on va dire, pour les femmes, puisqu'en l'occurrence, on le comprend bien, des hommes peuvent prendre leur place dans des compétitions sportives, se changer avec elles dans des vestiaires. Ça se concrétise dans les institutions européennes, cette influence, on va dire, ce poids du transgenrisme et finalement de l'omerta sur les femmes, les vraies femmes. C'est en effet un sujet qui les fait bondir. Ce que je ne comprends pas parce que c'est un sujet ultra minoritaire et puis c'est pas non plus complètement délirant de dire qu'on peut s'appuyer sur la génétique et que les chromosomes peuvent répondre à la question, mais ça fait partie de ces sujets. Oui, en effet. Donc je me suis fait accuser de transforme, ce qui n'avait rien à voir. Mais
Mais en l'occurrence, oui, je sais pas pourquoi, ça fait partie des choses que la gauche agite particulièrement en ce moment. Donc, mais ça, je vous invite mais je pense que vous l'avez peut-être déjà fait, à consulter Dora Muto et Marguerite Stern, que je salue, parce qu'elles sont aussi pour cette simple constatation que des femmes, bon, bah voilà, c'est chromosome XX, sont menacées de mort, même complètement. Et c'est vrai qu'il y a un niveau de violence, comme je vous disais tout à l'heure, sur des débats qui pourraient être, somme toute, apaisés et même réglés par la science, en l'occurrence. Ouais, nous les avions reçus sur notre antenne pour leur ouvrage, évidemment, Transmania. Justement, elles ont changé de cap. Elles sont passées du féminisme jusque boutiste, aveuglé, on peut le dire, à aujourd'hui quelque chose de beaucoup moins naïf, en tout cas sur la défense des femmes. Est-ce que vous pensez que se réapproprier justement le féminisme, c'est encore possible? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il est quand même largement aux mains de la gauche. Il y a effectivement quelques collectifs comme Némésis, mais ils sont assez minoritaires dans toute cette gauche bruyante, activiste, qui se dit féministe. Alors, se réapproprier le féminisme, c'est pas quelque chose qu'on doit voir comme une possibilité, ça doit être vu comme une obligation, en fait. Nous devons nous réapproprier le féminisme. Voilà. Je pense que l'Europe est une terre qui a vraiment érigé la femme parfois enceinte, parfois en reine, parfois les deux. Et donc, il faut réhabiliter la femme. Il est nécessaire que le féminisme devienne une politique. Alors, j'aime pas trop le terme de droite, je m'y reconnais pas forcément tout le temps, mais devienne cette chose partagée par tous, en tout cas, qui forme le ciment de la nation et même des nations européennes. Voilà, la femme, c'est aussi un équilibre pour l'homme. Et donc, c'est quelque chose que je ne veux pas idéologiser, mais qui est, je pense, un facteur d'apaisement des sociétés humaines. Et donc, charge à nous maintenant de s'atteler à ce sujet et justement de les sortir des griffes un peu de l'idéologie de gauche, parce que on voit que ces associations féministes, dans leur espèce d'intersectionnalité des luttes, mélangent tout et font venir au sein même d'espaces féminins, et on le voit là, on parlait justement des vestiaires ou des toilettes, des hommes, ou alors font venir des prédateurs sexuels. On le voit dans certaines associations féministes où ont été tués des viols au prétexte que c'était commis par des clandestins qui étaient pris en charge. Donc ça, cette omerta-là doit être mise à mal, doit être mise à terre, parce qu'il est nécessaire pour juste la sécurité des femmes et même leur dignité. Voilà, une femme ne doit pas être invisibilisée, et c'est le problème aussi des cultures que nous importons ici, notamment dans nos banlieues, dans nos centres-villes, c'est que en fait, on demande de plus en plus à la femme de disparaître. Alors, à cause de l'insécurité, on voit des phénomènes de jeunes filles qui, avant de sortir, se mettent des joggings difformes, et histoire de cacher les petites jupes et les petits chemisiers, avant d'aller en boîte de nuit, ou alors elles se mettent des voiles islamiques, et pour justement montrer factuellement, qu'elles ne s'intégreront pas à la société, à la nation, et qu'elles ne vont pas non plus s'intégrer dans un processus d'égalitarisme avec les hommes. Et donc non, moi je suis contre l'importation de ces coutumes qui vont à l'encontre de l'idée que je me fais de la femme, qui est assez haute. Et donc voilà, vive les femmes. Je vois que ce plateau ce matin chez Ligne Droite, on a que des journalistes féminines. On a un technicien homme et un chargé de com homme, mais voilà, nous sommes quand même en majorité. Voilà, on n'a pas respecté les quotas. Sandrine Rousseau, elle serait ravie. Oui, peut-être. Alors, on a parlé justement de la menace, d'une certaine manière, d'un islam radical pour les femmes, plus largement pour les Européens. Là, on arrive dans le temps des commémorations en France de la mort de 2 professeurs assassinés par des islamistes, Dominique Bernard l'an dernier, Samuel Paty il y a 4 ans. Est-ce que on a parlé de l'omerta tout à l'heure, est-ce que cette omerta sur la menace islamiste règne au sein du Parlement européen aussi, ou est-ce qu'elle se manifeste? C'est-à-dire, est-ce que vous constatez que certains élus d'autres groupes dans l'hémicycle européen peuvent essayer de faire influer cette idéologie qui parfois est
est néfaste pour les femmes selon si elle applique rigoureusement, on va dire, les préceptes de la charia. Est-ce que vous voyez une certaine volonté d'infuser de cet islam par nos élus au sein de l'Europe? Oui, alors il faut savoir qu'en plus, le Parlement, les institutions européennes ont ce site très particulier, c'est qu'elles fonctionnent un peu en écosystème avec des lobbies et des ONG. Et la plus fameuse sur le sujet, ça a été le cas de Femiso, donc qui est une association de défense des musulmans en Europe et qui est clairement un satellite des frères musulmans et régulièrement reçu et notamment qui a reçu des financements, 210 millions depuis 2007 de la part des institutions européennes. Ça avait même été dénoncé par Gérald Darmanin. Bon, voilà, pour vous donner déjà une idée. Et ils ont reçu, ils ont fait une conférence avec Rima Hassan il y a 10-15 jours au Parlement européen. Donc il y a vraiment cette terreur en fait de la part des institutions européennes d'être accusées de racisme. Et cette terreur justifie tout, y compris la compromission. Finalement, c'est une histoire d'image. C'est même pas une histoire pour eux de combat. Peut-être qu'ils y croient même pas, mais qu'ils se sentent obligés de le faire. Alors eux, ils croient qu'il faut de l'immigration parce que ils ont en fait acté que il y a une grosse influence allemande. Ils ont acté le fait que la démographie était en berne, ce qui est une réalité. Mais sont défaitistes face à cela, ne pensent pas que la politique puisse changer le cours de la démographie européenne, ce qui n'est pas vrai, parce qu'on l'a peut-être vu en Pologne, où il y a vraiment, et même en Hongrie, il y a des aides réelles de facilitation, en fait, de prêts bancaires, de choses comme ça, avec de remboursements, du coup, qui ne sont plus dus à partir du deuxième enfant. Ça, c'est des éléments qui figuraient d'ailleurs au programme présidentiel de Marine Le Pen. Parce que oui, il y a des éléments purement économiques qui justifient l'effondrement démographique. Donc en fait, il faut donner aux parents les moyens d'avoir des enfants. Mais non, ces gens-là, pour eux, c'est plus simple, plus rapide de faire venir des bras, et des ventres, parce que c'est comme ça qu'ils considèrent. En fait, il y a aussi une déconsidération totale de ce que peut être un étranger. C'est-à-dire, c'est un salaire peu cher, peu syndiqué. Qui s'occupera de vous livrer votre repas sur Deliveroo ou Uber et qui s'occupera de vos parents vieillissants parce que maintenant on a peur du handicap et de la mort en fait tout simplement. Et tout ça à vil prix. Et donc il y a un avantage économique certain pour pour ces gens-là à faire venir l'immigration en masse. Oubliant quelque peu, mine de rien, que c'est même pas vraiment un argument économique parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez des gens qui sont pas qualifiés à ce point et qu'il y a des niveaux d'illettrisme quand même un peu plus importants dans les pays d'où ils viennent, c'est pas forcément heureux d'irriguer. Vous n'allez pas faire non plus des populations d'ingénieurs ni même de boulangers ou d'artisans avec ces populations-là. Et voilà, on a donné en fait notre civilisation à vil prix. En fait, on la brade au prétexte que on veut des gens corvéables à merci. Donc tout le monde est perdant dans l'immigration comme ça de masse, quoi. Je rappelle justement d'ailleurs votre phrase marquante, je trouve, pendant votre prise de parole à Strasbourg: sauvons des vies, ayons des frontières. Un slogan parlant. Il nous reste 1 minute, Mathilde Androuet, et j'aurais voulu revenir sur. Alors, vous avez évoqué les présidentielles entre guillemets. Vous avez parlé de Marine Le Pen et de son programme. Justement, il y a un nouveau parti, un nouveau mouvement politique lancé par Marion Maréchal. Il se veut une pierre à l'édifice dans la victoire du camp national derrière Marine Le Pen et derrière Éric Ciotti et Jordan Bardella. Elle a confirmé, Marion Maréchal, que Marine Le Pen était sa candidate naturelle pour les présidentielles, qu'elle la soutenait, qu'elle serait derrière elle donc au prochain scrutin. Mais le RN n'avait pas voulu de cette alliance ces derniers mois. Vous, comment vous vous positionnez? Alors, il reste 30 secondes juste pour finir cette émission. Comment est-ce que vous avez pris cette nouvelle de identité, liberté? Sans plus d'intérêt, je vais être très honnête, sans plus d'intérêt que cela. Je vois pas l'espace politique qu'elle peut avoir en fait. À titre, alors là, c'est juste pour elle. Moi, je suis toujours ravie d'avoir des gens qui nous soutiennent parce que on est vraiment le navire amiral de cette reconquête nationale en fait. Voilà, clairement, c'est le Rassemblement national qui va le plus loin possible pour ça, qui est un nouvel espoir pour l'ensemble des Français et qui arrive à maintenant pénétrer toutes les couches de la population française. Donc, soit plus on a d'équipage, plus on a d'équipage, plus on ira loin. On va finir là-dessus parce que malheureusement
Je ne sais pas si elle sera un facteur je ne sais pas, de doublement, de triplement de Bon, nos l'avenir voix. nous le dira alors. Ça, Bon, l'avenir me le dira. merci Mathilde Drouet. Voilà. Malheureusement, on doit couper, mais je rappelle que vous êtes députée européenne du Rassemblement national, membre de la Commission des femmes. Merci encore d'être venue nous parler ce matin du laxisme migratoire.